Et de Cassini et de Huygens. Merci Alain, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi rapidement après la fin du match de football. C'est un exploit tout à fait remarquable. D'ailleurs, je ne connais pas le résultat. Mais bon. 0-0. Bon. Donc on est premier de la poule, voilà, ce qui est important. Et je vais vous parler avec Jean-Pierre de l'aventure de Cassini-Huygens. Et je vais commencer par une évocation historique brève pour que nous nous souvenions que c'est justement en Europe que cette grande aventure de l'exploration de Saturne a commencé, avec deux grands savants qui étaient Christian Huygens et Jean-Dominique Cassini, d'origine italienne, qui ont un petit peu à la suite de Galilée, qui avait commencé à regarder, à observer Saturne, mais qui n'avait pas bien compris certains des aspects de cette planète, en particulier cette étrange boursouflure qu'il y a de part et d'autre du disque principal de Saturne. C'est Christian Huygens qui, le premier, dans ses observations, a défini la nature des anneaux. Il a montré, donc c'était en 1655, qu'effectivement, il s'agissait d'anneaux qui font le tour du corps et non pas d'éléments en orbite de part et d'autre, par exemple. Et il a expliqué pourquoi, en particulier, Galilée n'avait pas pu observer les anneaux de Saturne tout le temps. Donc ce petit dessin, qui est, si je puis dire, de la main de Huygens, montre l'évolution de la géométrie vue de la Terre, de Saturne et de ses anneaux pendant une année de Saturne. Et c'est Huygens qui a expliqué qu'on voyait les anneaux disparaître ou devenir de plus en plus épais périodiquement, et que c'était simplement un effet saisonnier. Et on va voir dans un moment que justement, la sonde Cassini-Huygens a étudié cet effet saisonnier. Alors Huygens n'a pas seulement identifié la nature des anneaux, il est aussi la personne qui a découvert Titan, le principal satellite de Saturne, qui va être aussi la cible principale de la mission Cassini-Huygens. Il explique la variation d'aspect, donc, et juste pour vous dire un petit peu comment Huygens observait. Donc vous voyez qu'à l'époque, il n'avait pas encore des tubes fermés, et donc il accrochait une lentille à une certaine altitude au bout d'un mât, et puis il avait un filin qui lui permet de diriger l'axe optique dans la direction d'observation, comme ceci, et d'observer ici. L'autre grand personnage de cette histoire, c'est Giovanni Cassini, Giovanni Domenico Cassini, d'origine italienne, qui est venu en France pour, en gros, diriger l'Observatoire de Paris à l'époque où Louis XIV et Colbert ont décidé de se doter de ce grand moyen d'observation. Et donc, on le voit ici, Cassini, dans la cour de l'Observatoire, en train de conduire une observation de Saturne. Donc, vous avez le dispositif, c'est simplement une lentille d'environ 20 cm qui était accrochée à la cornière du bâtiment Perrault de l'Observatoire, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Il n'a pas énormément changé, ça a beaucoup construit autour, par contre, comme vous pouvez voir. Mais donc, il regardait à travers la lentille Saturne, les anneaux, et puis les satellites. Et il utilisait une feuille de papier pour rechercher le plan focal et faire son observation. Et les résultats de l'observation, évidemment, ce n'était pas sur une cible CCD. Il recopiait donc l'image de ce qu'il avait vu sur une feuille de papier. Et là, vous avez les notes de Jean-Dominique Cassini lors d'une observation le 17 mars 1784 de Saturne et de ses anneaux. Cassini a découvert en particulier le fait que les anneaux ne sont pas solides ou continus, puisqu'il a mis en évidence l'existence d'un gap à l'intérieur même des anneaux. Donc ça, c'était une découverte extrêmement importante qui a permis de dire que, justement, les anneaux ne sont pas un corps qui tourne de façon rigide autour de Saturne. Aujourd'hui, évidemment, on s'est doté des moyens spatiaux pour aller voir le même objet. Et là, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer l'une des images de l'arrivée de la sonde Cassini vers Saturne. C'était en 2005. Et on a eu ce splendide spectacle des anneaux et de Saturne. Et Saturne projetant son ombre sur les anneaux, ce qu'évidemment on ne peut pas observer depuis la Terre. Alors cette aventure de l'exploration de Saturne, elle a en fait commencé bien avant dans le domaine spatial, il y a 45 ans,
avec des grands pionniers qui sont évidemment à cette époque essentiellement l'œuvre du spatial américain. Les sondes Pionnier 10 et 11, lancées en 1972, et ensuite Voyager 1 et 2 à partir de 1977, qui vont survoler les 4 planètes du système solaire. En fait, Voyager 1 et 2 survolent Jupiter et Saturne, et ensuite Voyager 2 survole Uranus et Neptune. Donc, elles ont survolé Jupiter en 1978, Saturne en 1981, donc 2 survols de Saturne, et ensuite Uranus et Neptune ont été survolés par Voyager 2 en 1986 et 1989. Alors, cette expérience Voyager, elle a été absolument fondamentale pour nous ouvrir à un début de compréhension de ce que sont les systèmes des planètes géantes. Et parmi eux, il est clair que Saturne a beaucoup attiré l'attention par la diversité des objets que compose ce système, par les anneaux, et puis par un satellite tout à fait exceptionnel, Titan. Titan qui avait la propriété remarquable d'avoir une atmosphère épaisse, un petit peu mystérieuse, avec une composition en partie de gaz organique, et qui très rapidement, dans les réflexions que nous avons eues dans les années 1980, a été identifiée comme une cible majeure pour une exploration spatiale de grande envergure pour comprendre tous les aspects d'un système tel que celui des planètes géantes. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces systèmes des planètes géantes? Eh bien, tout d'abord, la diversité de leurs satellites. J'insisterai sur le mot diversité. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ces planètes ont en quelque sorte des scénarios de formation similaires, mais le résultat de l'expérience est chaque fois différent. Regardez Jupiter, les satellites de Jupiter, c'est 4 gros satellites dont la théorie de formation n'est pas encore claire, en tout cas qui sont les seuls de leur genre dans tout le système solaire. Saturne, un gros satellite qui est Titan, qui en plus se paye le luxe d'avoir une atmosphère plus épaisse que celle de la Terre. Tous les autres sont des petits satellites. Uranus, le pauvre, si je puis dire, n'est que des petits. Et puis Neptune, avec sa lune Triton, qui est une lune extrêmement intéressante, avec du cryovolcanisme. Et vous voyez que ces objets qui tournent autour des planètes géantes, ils ont des tailles comparables aux objets du système solaire interne. Mercure, ici, ou la Lune. Ou même à Pluton, l'ex-9e planète, qui est maintenant une planète naine, donc aux confins du système solaire, et qui a été survolée récemment par la sonde New Horizons. Un autre aspect, on va dire générique, des planètes géantes, ce sont les planètes aux anneaux. L'observation de Voyager et les observations au sol des satellites, par les télescopes, ont permis de montrer que ce qui caractérise les planètes géantes, c'est qu'elles ont toutes des anneaux. Bien sûr, on connaissait l'anneau de Saturne. Les autres ont été découverts plus récemment. Celui de Jupiter, très ténu. Un anneau étroit pour Uranus et les anneaux extrêmement intéressants de Neptune, ici. Il y en a 4 anneaux confinés essentiellement, et un qui est divisé en petits annelés. Et vous vous souvenez sans doute que notre ami André Braic s'est illustré dans l'identification de ces anneaux de Neptune. Donc on s'attend à voir des anneaux, ceux de Saturne étant de loin bien sûr le clou du spectacle. Et puis je ne peux pas résister à vous faire remarquer qu'un autre aspect générique parmi les planètes géantes, c'est que toutes possèdent des aurores aussi belles ou même peut-être plus belles que celles de notre Terre, pour une raison très simple, c'est que tous ces objets possèdent des champs magnétiques très intenses, et ces champs magnétiques interagissent avec le vent solaire et piègent des particules chargées. Et ces particules chargées, en tombant dans la haute atmosphère de leur planète près du pôle magnétique, émettent des aurores. Alors vous avez ici l'aurore de Saturne vue par le Hubble Space Telescope, et la même chose ici pour Jupiter, avec les aurores aux 2 pôles, qui sont actuellement l'objet d'une investigation extrêmement serrée par la sonde Juno. Et de la même manière, Uranus et Neptune ont des aurores plus discrètes, mais qui existent. Donc voilà, des objets qui ont vraiment une très très grande diversité de manifestations. Et cela est bien illustré par le système de Saturne tel que nous le connaissons aujourd'hui après le premier tour de l'observation. Ça, c'est une image, on va dire, post-Voyager. Donc Saturne, c'est vraiment un système
d'une planète géante particulièrement exemplaire. Vous avez la taille ici de Saturne avec tous ses satellites, et Titan donc, qui apparaît de façon prominente. Quand on regarde à une autre échelle, on voit la distribution par rapport à la distance à la planète de tous les satellites, les anneaux au centre. Un petit anneau diffus ici qu'on appelle l'anneau E, qui se trouve être à la distance d'un petit satellite qui est Encelade. Je vais y revenir assez prochainement. Et puis, quand on regarde avec les yeux d'un physicien des plasmas, eh bien, ces objets sont environnés par une magnétosphère, comme celle de la Terre. Et bien sûr, la magnétosphère de Saturne a été l'un des objets de la recherche qui a été conduite avec Cassini. Et cette magnétosphère donne naissance à des formes aurorales qui sont très particulières, avec des formes en spirale qui sont caractéristiques du mode de circulation du plasma et des lignes de force magnétique dans la magnétosphère de Saturne. Donc, dans les années entre 80 et 90, des deux côtés de l'Atlantique, les chercheurs ont commencé à se mobiliser sur l'idée qu'aller étudier ce système absolument fascinant en détail méritait une initiative de grande envergure dans le domaine spatial et un véhicule qui serait à la hauteur des enjeux pour réaliser les objectifs. Et les Américains se sont en particulier polarisés sur l'idée d'un orbiteur de Saturne qui pourrait caractériser l'ensemble du système. Et du côté européen, on était très intéressé à comprendre le mystère de Titan, l'origine de cette brume rousse avec des hydrocarbures en suspension, de sa formation, de son rôle dans l'environnement de Titan. Et Titan est devenu une cible prioritaire pour une mission spatiale future. C'est comme ça qu'est née l'idée d'un orbiteur de Saturne et d'une sonde de Titan, l'une qui irait explorer l'ensemble du système et l'autre qui irait vraiment spécifiquement comprendre la nature de Titan. Et après un certain nombre d'échanges dans la communauté scientifique, eh bien, finalement, comme vous le savez, la NASA et l'ESA ont décidé de faire cause commune et d'associer les envies des chercheurs des deux côtés de l'Atlantique pour réaliser une mission qui pourrait atteindre l'ensemble de ces objectifs. Comprendre Saturne et ses anneaux, étudier Titan en détail, faire un tour des satellites et comprendre leur diversité, et comprendre comment fonctionne la magnétosphère et comment elle produit les aurores de Saturne. Et pour ça, il fallait un concept qui permette aux Européens et aux Américains de travailler ensemble. Et c'est là qu'est apparue cette idée de la mission qui ensuite s'est appelée Cassini-Huygens. C'est une mission coopérative exemplaire. Je pense que Jean-Pierre est en fait bien mieux placé que moi pour en parler, mais je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc en gros, l'idée c'est une sonde interplanétaire qui est un véhicule qui va se promener dans le système de Saturne et en explorer les quatre coins, si je puis dire, et puis accrocher à cette sonde interplanétaire qui devient un orbiteur, une sonde qui va faire une rentrée dans l'atmosphère de Titan et percer les mystères de ce qu'est Titan sous la couche de brume. Et donc c'est une mission conjointe avec deux composantes, l'une qui est réalisée par la NASA, donc l'orbiteur de la NASA, et l'une qui est réalisée par l'Agence spatiale européenne, et c'est la sonde Huygens. Donc vous avez ici ce montage qui a été exemplaire et qui a été un succès. La NASA d'un côté, l'ESA de l'autre, travaillant ensemble, l'une portant l'autre vers le succès, et le succès étant en fait pour les deux. Et donc c'est ainsi qu'est né ce véhicule absolument extraordinaire, je pense, le plus gros véhicule interplanétaire, je crois, qui a été construit jusqu'à présent. 5 mètres de haut, 5 tonnes à peu près au décollage avec le carburant, une antenne de télécommunication, comme vous voyez là, des générateurs radioisotopiques qui sont là pour les sources d'énergie. La sonde de Huygens accrochée sur le corps de Cassini et qui va être emportée jusqu'à Titan pour remplir sa mission. Et ensuite, on voit l'ensemble des instruments, et il y en a 12 au total, qui sont accrochés sur le corps de Cassini. Là, vous avez l'ensemble des instruments
de mesure des plasmas et des champs et des particules. Et puis, il y a une autre palette d'instruments ici qui porte essentiellement, on va dire pour faire simple, les caméras. Et puis, vous avez des antennes qui permettent de mesurer le champ électrique et magnétique, donc le champ électrique ici, et le champ magnétique, bien sûr, il faut aller au bout d'un bras pour que le magnétomètre ne soit pas perturbé par les courants qui sont portés au sein même du satellite. Donc voilà cette petite merveille de technologie qui s'est envolée vers le système de Saturne. C'était le 15 octobre 1997. Jean-Pierre et moi, on y était. Jean-Pierre avec certainement plus d'émotion et de responsabilité que moi, mais enfin j'étais quand même fortement associé à la mission. Et ça a été un moment, je crois, absolument remarquable et très très émouvant dans notre vie. L'autre étant, je pense, la descente de la sonde Huygens dans l'atmosphère. Donc je crois que Alain a dit tout à l'heure que c'était risqué de passer toute une carrière, on va dire, sur une mission. Mais franchement, celle-là, elle valait la peine. Alors Cassini, c'est un grand succès de coopération internationale, comme le montre cette diapositive qui est évidemment célèbre, où on voit l'ensemble des pays qui ont contribué à Cassini. Alors bien sûr, il y a l'Agence spatiale européenne, il y a la NASA et l'Agence spatiale italienne qui a fourni l'antenne, le système de télécommunication en fait. Mais à travers la fourniture des instruments, beaucoup d'autres pays, en particulier membres de l'Agence spatiale européenne, sont associés, d'où ce tour de table international extrêmement large. Cassini est resté 13 ans en orbite. On est arrivé donc en juillet 2004. Et cette jolie diapo montre comment Cassini, en fait, après son départ de l'orbite terrestre et sa trajectoire interplanétaire vers le système solaire externe, est arrivé en juillet 2004 pour se mettre en orbite autour de Saturne et a ensuite accompagné Saturne dans, on va dire, la moitié ou un peu plus de la moitié d'une année saturnienne. Donc on a vécu pendant 4 ans ce que l'on appelle la Prime Mission, la part de la mission qui avait été la seule à être programmée au départ et qui était contractuelle. Ensuite, il y a eu une première mission étendue appelée Equinox parce que c'était le moment où on passait justement, la Terre passait dans le plan des anneaux. Une mission autour du solstice et puis la grande finale dont Jean-Pierre va nous parler tout à l'heure. Alors je vais vous parler de quelques-uns des objectifs. Évidemment, quand on parle de Saturne, tout le monde pense aux anneaux. Ce n'est pas une grande découverte. Les anneaux, il faut comprendre que c'est un ensemble de petites particules avec des tailles qui vont on va dire, du millimètre pour les poussières jusqu'à quelques mètres pour les plus grosses masses, qui sont extrêmement fortement confinées. L'épaisseur des anneaux est très très mince, qui sont bien ordonnées, mais en même temps, vous voyez que c'est extrêmement hétérogène. Les couleurs à travers les anneaux, quand on regarde par rapport à la distance à la planète, varient très très vite, et ça, c'est caractéristique en fait de la composition de surface de ces anneaux. Et puis, on voit aussi que les anneaux sont parcourus d'un certain nombre de gaps, ce qu'on appelle des gaps, dont la division découverte par Cassini pendant le XVIIe siècle. Mais il y en a plein d'autres, et ces anneaux ont une signification extrêmement intéressante pour la dynamique gravitationnelle. Donc en fait, les anneaux, c'est un ensemble de particules qui toutes sont en orbite keplérienne autour du corps central qui est Saturne. Donc il n'y a pas, a priori, c'est pas un corps solide, hein, mais qui sont en permanence aussi en interaction entre eux par l'effet de la gravitation, c'est-à-dire de l'attraction entre eux. Et là, on voit à l'action un mécanisme assez intéressant. Vous voyez qu'il y a un petit satellite qui est confiné à l'intérieur de l'un des gaps des anneaux de Saturne, on le voit ici. Et il faut comprendre que cette photo est prise dans un système où le satellite est fixe, donc avec le mouvement keplérien des particules, les particules qui sont de ce côté-là, qui sont plus loin de la planète, par rapport au satellite, elles se déplacent dans cette direction, donc un écoulement vers la gauche, et celles qui sont en dessous se déplacent par rapport au satellite vers la droite. Et ce que l'on voit ici, c'est que l'effet du satellite sur les bords des anneaux est de produire une espèce de sillage dans le sens de l'écoulement, de part et d'autre. Donc on voit en action en fait une interaction qui n'est rien d'autre
que la gravitation, agissant sur une collection de particules. Alors la raison pour laquelle c'est particulièrement intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que ce type d'interaction entre un objet qui se forme dans un gap et le disque autour de lui, c'est ce qui se passe au moment de la formation et de la croissance d'une planète dans les disques circumstellaires. Donc évidemment, à cause de ça, c'est extrêmement intéressant de l'étudier in situ sur un objet contemporain. Une autre caractéristique des anneaux, c'est que près des bords, il y a des effets apparemment électrostatiques. Et on voit ici une photo qui a été prise à peu près au moment où les anneaux étaient présentés leur bord le plus vers le Soleil. Donc le Soleil éclaire en incidence rasante et on voit qu'il y a des colonnes en fait, de poussière ou de particules qui sont en suspension au-dessus, près des bords des anneaux, et qui se projettent sur la surface. Donc l'électrostatisme joue aussi un rôle dans cette affaire. Une autre jolie photo, j'aime bien celle-là, qui montre le petit satellite Daphnis, qui lui aussi est piégé dans un gap des anneaux. Vous voyez, c'est un petit corps irrégulier, comme un petit astéroïde. Et lui aussi, il se déplace à travers ce gap, et on voit qu'en se déplaçant, il émet une onde derrière lui qui correspond à une espèce de sillage. Donc voilà, on voit vraiment la gravitation, il n'y a là-dedans rien d'autre que les lois de Newton. Et tout ce qu'elle peut faire quand elle s'intéresse à une collection très très grande de particules. Et puis enfin, quelque chose que Cassini semble avoir découvert vers la fin de la mission, c'est l'idée que les anneaux pourraient, vers leurs bords les plus externes, donner naissance à de nouvelles lunes. Alors ça, c'est une idée qui est très intéressante. On sait que les planètes se forment dans les disques circumstellaires par accrétion de petites poussières et puis ensuite d'objets un petit peu plus gros, de la taille des cailloux, et ensuite de planétésimaux, ainsi de suite. Et apparemment, l'accrétion peut aussi se produire à la limite des anneaux, et c'est ce que Cassini a mis en évidence ici. On voit un point brillant sur le bord externe de l'anneau, ici, qui n'était pas apparent au début de la mission, d'après ce que j'ai compris. Et ce bord permet de voir que cette espèce de croissance d'un petit corps pourrait correspondre à la naissance d'une nouvelle lune. Et la dynamique gravitationnelle nous dit que si un objet se formait ici jusqu'au bord, ensuite, par l'effet des marées, il pourrait dériver vers l'extérieur et devenir un satellite autonome. La mission, l'équipe Cassini a appelé Peggy, ce petit satellite en cours de naissance. Et évidemment, on sera très curieux de voir si d'ici quelques années, il se sera effectivement détaché. Alors, justement, pour parler des satellites, c'est une des questions qu'on se pose. D'où proviennent les satellites? Comment ont-ils été formés? Je vous ai montré tout à l'heure la diversité de ces satellites. Et en fait, il y a à l'intérieur des satellites de Saturne ou de Jupiter deux grandes familles très différentes et qui nous disent des choses différentes sur la formation du système. Tout d'abord, les satellites irréguliers. Alors, je pense que vous comprenez tout de suite pourquoi on les appelle les petits satellites irréguliers. Donc, ce sont ceux qui sont, on va dire, trop petits pour devenir des sphères sous l'effet de leur proie par l'effet de la gravité. À partir d'une certaine taille, un objet comme ça, il va s'effondrer sur lui-même, devenir une sphère. Mais s'il est suffisamment petit, comme un astéroïde par exemple, il va rester irrégulier. Dans ces objets, nous pensons que la plupart d'entre eux ne se sont pas formés en même temps que Saturne ou autour de lui, mais ont été capturés dans le champ de gravité de Saturne. Donc ils nous disent des choses sur les objets primitifs qui se promènent dans le système solaire externe au voisinage de l'orbite de Saturne, de Jupiter et éventuellement d'un peu plus loin. Donc ils sont extrêmement intéressants. Ce sont, comme les astéroïdes nous permettent de lire l'histoire des planètes internes du système solaire, des livres dans lesquels on peut lire l'histoire de la formation des planètes géantes. Donc évidemment, ils ont été étudiés en très grand détail par Cassini, puisque c'était la première fois qu'on pouvait les voir en nombre et de très près. Et puis, je vais terminer ma partie de l'exposé en vous parlant d'un objet qui a été, on va dire, la grande et la bonne surprise de la mission Cassini-Huygens, qui est Encelade. Encelade, c'est un petit satellite de environ 250 km de rayon,
Vous en avez ici une photo rapprochée prise par la caméra, l'imageur de Cassini. Je pense que vous voyez tout de suite, par une inspection très rapide, que c'est un satellite qui a une très grande différence de morphologie entre le pôle nord, qui est ici, enfin l'hémisphère nord, et l'hémisphère sud, qui est là. Regardez, l'hémisphère nord, il est cratérisé, couvert de cratères, et il y a quelques fractures, mais pas énormément. Ce qui veut dire qu'il a gardé en fait la mémoire de ce qui s'est passé dans les moments violents du système solaire pendant le premier milliard d'années, où il y avait beaucoup d'objets qui se baladaient dans le coin, et beaucoup donc qui sont rentrés en collision avec les petits corps du système de Saturne. En revanche, quand vous regardez autour du pôle sud et dans l'hémisphère sud, eh bien, il n'y a plus trace, ou très peu, de ces cratères. On a une surface que les géologues appellent jeune. Elle est parcourue de fractures. Et on comprend tout de suite que cette surface a été remodelée au-delà de l'époque où elle a été l'effet de collision. Donc il y a certainement eu autant de collisions au sud qu'au nord, mais au sud, la surface a été refaite, comme sur la Terre, par exemple, avec la tectonique des plaques, et on a un objet qui est dynamique. Alors, Encelade, c'était vraiment une grande découverte dans l'exploration de Cassini. Et en fait, cette découverte, curieusement, n'a pas été faite avec l'image que je vous ai montrée avant. Cette image est postérieure à la découverte. La vraie nature d'Encelade, si je puis dire, a été découverte par le magnétomètre. Et c'est intéressant à noter parce que, par exemple, dans le cas de Jupiter, l'océan d'Europe, qui est aussi une grande découverte du spatial, je pense, a été mis en évidence la première fois par le magnétomètre. Alors, pourquoi ? Eh bien, quand on passe près d'un objet comme ça et qu'on mesure le champ magnétique, on peut voir comment les lignes de force magnétique émises par Saturne et tournant avec la planète interagissent avec cet obstacle. Et là, ce que l'équipe de magnétomètres dirigée par Michel Dougherty de Imperial College a mis en évidence, c'est que les lignes de force magnétique qui orbitent autour de Saturne, lorsqu'elles rencontrent Encelade, elles se plient en quelque sorte sur un obstacle qui n'est pas au niveau d'Encelade, et c'était ça la surprise, qui est au sud d'Encelade. Et ça, évidemment, pour les gens qui font de la recherche spatiale, ça leur a rappelé que c'est une caractéristique qu'on trouve autour des comètes. Quand une comète dégaze, une partie du gaz est ionisée, ça fait un conducteur, et ce conducteur arrête l'écoulement des lignes de force magnétique, et les lignes de force magnétique tendent à s'enrouler autour du conducteur. Et c'est là ce qu'on a observé. Tout se passait comme s'il y avait au sud du pôle sud d'Encelade un obstacle qui s'opposait à l'écoulement du champ magnétique. Et donc, première indication, on va dire, de l'existence de quelque chose de particulier dans le cas d'Encelade. Alors ensuite, évidemment, dans les orbites suivantes, on n'a pas manqué de vraiment regarder ce qui se passait. Et quand vous voyez ici ce qui se passe, par exemple, au-dessus du pôle sud, eh bien, vous voyez avec la caméra visible cette fois-ci qu'il y a des jets de matière qui sont éclairés par le soleil et qui sont observés par la caméra, qui sortent du pôle sud d'Encelade. On le voit ici dans une autre couleur, mais c'est la même chose. Découverte des jets actifs d'Encelade. Et ces jets actifs, ils arrosent en fait toute l'orbite d'Encelade. Vous regardez ici, ça c'est une photo qui est prise à très grande échelle par la caméra de Cassini. On voit le petit Encelade ici, avec son petit panache ici de matière éjectée depuis le pôle sud. Et en fait, ce matériau éjecté depuis le pôle sud se répand tout le long de l'orbite. Et c'est ça, en fait, qui donne naissance à ce que l'on appelait, avant même Cassini, cet anneau E, qui était un petit peu mystérieux. Alors on sait aujourd'hui que Encelade émet un énorme geyser d'eau, essentiellement, et cette eau gèle, bien sûr, le long de l'orbite. Et ce que nous avons tout au long ici, c'est pour l'essentiel des particules de glace solide qui se répandent le long de l'orbite, qui forment cet anneau.
Alors, on peut vérifier, bien sûr, du point de vue géophysique, tout ce qui se passe. On n'a pas manqué d'aller voir, cette fois-ci, avec un capteur infrarouge pour mesurer la température de surface dans ce lac autour du pôle sud. Et on voit qu'il y a des zones de fracture qui sont chaudes, qui correspondent à des zones actives. Et de fait, elles correspondent aux endroits où il y a ces mises en place de geysers qui projettent de la matière vers l'extérieur. Voilà un détail ici maintenant pris avec la caméra de beaucoup plus près de ces zones de fracture qui sont des sources pour l'émission des geysers. Vous voyez qu'il y a des espèces de lèvres qui correspondent vraiment un petit peu au dorsal, au mid-océanique de la Terre et qui émettent le geyser. On les voit encore de nouveau. Bien sûr, Cassini, on a eu l'idée avec le spacecraft, puisqu'on pouvait le piloter, de passer à une certaine altitude à travers ces jets pour en mesurer la composition, à la fois la phase gazeuse et les poussières, puisqu'il y avait à bord de Cassini à la fois un instrument qui permettait de mesurer la composition des gaz neutres, des gaz ionisés et des poussières. Et on a pu voir que dans cette eau, c'est donc de l'eau qui était mise, il y avait des sels de sodium et de potassium. Donc on avait un matériau qui est tout à fait typique d'une eau océanique. Voilà un petit modèle qui a été fait à partir de ça. On voit donc un réservoir océanique subglaciaire, une cheminée à travers laquelle l'eau se ferait un chemin jusqu'à la surface, et ensuite le geyser actif qui envoie du gaz et des particules solides de glace dans le milieu interplanétaire, enfin plutôt intersatellite de Saturne. Donc aujourd'hui, après la fin de la mission, ça a été une quête très très longue. On a petit à petit rassemblé l'ensemble des éléments du puzzle dans ce LAD pour comprendre ce qui se passait. Et ceci, c'est un petit peu le résumé de la connaissance que nous avons aujourd'hui dans ce LAD à la fin de la mission Cassini. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Cassini? Alors, premièrement, l'étude des modes de rotation dans ce LAD a permis de montrer, et ça c'est les géophysiciens qui l'ont fait, en particulier l'équipe du laboratoire du LPG à Nantes, que l'océan dans ce LAD est global et qu'il repose sur une espèce de grand manteau silicaté et poreux. Et donc il y a des échanges d'eau entre l'océan et ce manteau poreux qui participe d'une activité hydrothermale. La couche de glace ici est très irrégulière. Elle est plus épaisse à l'équateur qu'au pôle. Elle devient très très mince, en particulier au pôle sud. C'est l'une des raisons pour lesquelles les émissions de geyser se concentrent sur le pôle sud. En termes de composition maintenant, l'océan est salé, donc avec des sels de sodium et de potassium. Ils s'expriment sous la forme de sources hydrothermales au fond de l'océan et ensuite feraient leur chemin vers l'extérieur. Et on a également des idées sur la nature des roches ici, puisqu'on a trouvé des particules silicatées dont on a pu faire des mesures de composition. Vous avez ici une image qui montre justement la variation de l'épaisseur de la couche de glace à partir des mesures de Cassini. Plus c'est rouge, plus c'est mince, plus c'est bleu, plus c'est épais. Et vous voyez ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'à l'équateur, c'est très épais, et au pôle, ça devient de l'ordre de 10 km à peu près pour le pôle sud. Donc c'est vraiment une couche qui peut être traversée assez rapidement. Alors bien entendu, cette découverte des océans subglaciaires dans ce lac est quelque chose d'absolument essentiel dans les résultats de la mission Cassini et dont il faut reconnaître que ça n'a pas vraiment été anticipé, enfin, autant que je sache. Donc une découverte et une surprise. Et ça intéresse énormément nos amis astrobiologistes parce que ces sources hydrothermales au fond des océans, on les connaît sur Terre et on sait que sur Terre, elles sont des biotopes très importants et très intéressants pour des formes d'organismes qui ne fonctionnent pas à l'énergie solaire, mais qui puisent leur énergie des sources chaudes et de la chimie qui sont présentes près de ces évents. Donc évidemment, on aurait bien envie d'aller voir ce qui se passe au fond de cet océan d'Encelade. Et pour cela, Encelade est devenu aujourd'hui l'un des objectifs
des missions spatiales à venir, mais qu'il reste à imaginer. Il faudra peut-être un peu patient avant d'y aller de nouveau. Mais Jean-Pierre, justement, va nous expliquer, après nous va parler de Titan, tout ce qui est déjà imaginé pour retourner vers ce monde fantastique. Et je vais avoir le plaisir de lui passer la parole maintenant. Ok, merci, merci Michel. Ah oui, faut que je change de diaporama, donc une minute. Voilà. Donc bonsoir à tous. Alors oui, je reprends le fil conducteur de la présentation de Michel. Donc je vais me concentrer sur la mission Huygens, Titan et la fin de la mission Cassini, le grand finale. Alors Michel en a un peu parlé. Je vais vous parler de distance. Alors de dimension. Alors ici, on a la Terre, la Lune, que vous reconnaissez. Et si on ramène Saturne près de chez nous, on aurait un peu de mal à la mettre dans l'espace entre la Terre et la Lune. Donc Saturne est une grande planète. Alors en fait, comme c'est une grande planète, ça prend du temps pour faire le tour de Saturne, pour décrire une orbite. Et en 13 ans, Cassini a fait environ 292 ou 293 orbites. Donc les orbites duraient plusieurs semaines. Les plus courtes, une semaine, mais les orbites pouvaient durer quelques semaines à un mois. Donc ça, c'est une notion de distance. Une autre notion de distance, Michel l'a déjà montré, Titan, vraiment la plus grosse lune de Saturne, et les autres lunes. Alors Encélade, la petite Encélade est ici, mais il y avait bien d'autres satellites de Saturne qui ont été explorés de façon approfondie par Cassini, toujours par des survols. Cassini est en orbite autour de Saturne et il faisait régulièrement des survols de Titan. L'une des diapos suivantes va le montrer, mais aussi un grand nombre de survols d'Encélade et des survols d'autres lunes, mais Titan et Encélade ont été les satellites les plus explorés, je dirais les plus survolés. Alors, une autre notion de taille, alors Michel vous l'a déjà montré, je vous montre la mienne, et regardez bien Mercure. Eh bien, si je fais passer Titan devant Mercure, Titan est plus gros que Mercure. Donc la Lune de Titan est vraiment un gros objet dans le système solaire. Alors Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne, c'est la deuxième plus grosse lune du système solaire après Ganymède, qui est la plus grosse lune du système solaire. Et j'en profite pour dire qu'il y a une mission en développement, une mission européenne, la mission de JUICE, qui aura pour cible principale Jupiter, mais aussi Ganymède. Je dirais même cible principale Ganymède et puis Jupiter. Lancement prévu en 2022, arrivé en 2030, si tout se passe bien. Donc, on aura des belles nouvelles de cette lune dans une dizaine d'années. Alors, Titan, 5151 km de diamètre, et c'est la seule lune qui a une atmosphère. Alors, une atmosphère très épaisse. Disons, l'épaisseur de l'atmosphère de Titan, c'est plus de 1500 km. Alors, on ne sait pas trop où est la frontière, mais disons plus de 1500 km par rapport à l'épaisseur de l'atmosphère de la Terre, qui est environ 200 km aux mêmes conditions. Et cette atmosphère est très dense. La pression à la surface de Titan, c'est 1,5 fois la pression à la surface de la Terre. La gravité de Titan est plus faible, un septième de la gravité de la Terre. Donc, atmosphère dense, gravité faible, c'est un paradis pour voler en parachute, pour descendre en parachute, pour y faire voler des ballons, des avions et autres objets dont je vous dirai 2 mots tout à l'heure. Donc c'est vraiment le paradis pour ceux qui aiment voler. Alors cette atmosphère, elle est opaque. Alors, on voit ici une image de Titan prise par la sonde Voyager, par sa caméra qui ne pouvait regarder que dans le visible.
Donc l'atmosphère n'était pas transparente, elle était vraiment opaque. Voyager n'a pas pu voir la surface, donc la surface est restée un mystère. Alors, elle est opaque dans le visible, mais... non, ce n'est pas la diapo suivante. On a réussi à voir à travers l'atmosphère dans l'infrarouge et avec le radar de Cassini. Alors, c'est une diapo un peu compliquée. Je montre ici le nombre de survols qui ont été faits au cours de toute la vie de Cassini, de 2004 à 2017. Ici, ce sont les survols de Titan classés par année. Donc, la première année en 2004, lorsqu'on est arrivé 2 survols, après 8, une quinzaine, et ainsi de suite. Donc, Titan a vraiment été la cible régulière de survols. Et en tout, il y en a, je pense, 145 survols. Ensuite, comme je disais, Encelade a été la deuxième lune la plus survolée. Alors en fait, comme Michel l'a dit, la mission initialement était prévue de 4 ans. Pendant 4 ans, Encelade n'était pas une cible bien privilégiée puisqu'il n'y avait que 3 survols. Mais la prolongation de la mission, en fait de 9 ans, a permis de reprogrammer la trajectoire et de recibler Encelade comme l'une des lunes principales. Et on voit ici qu'après ce trou, en quelque sorte, de plus de 2 ans, eh bien, Encelade est vraiment devenue une cible privilégiée de la mission. Alors, il y a eu d'autres lunes qui ont été survolées. La mission Huygens s'est déroulée sur la 3e orbite de Saturne. Alors, Huygens a été largué le 25 décembre 2004, le jour de Noël. Et Huygens s'est baladé seul pendant 3 semaines de façon balistique et est rentré sous bouclier dans l'atmosphère de Titan, freinage, déploiement des parachutes et atterrissage. Alors ici, vous avez le scénario, donc rentrer à une vitesse de l'ordre de 6 km par seconde, 21 000 km/h, à 6 km par seconde, donc et en moins d'1 minute, 1 minute et demie, Huygens freine, premier parachute qui enlève le capot arrière du bouclier et qui permet de déployer le grand parachute, qui permettra de passer le mur du son, puisque là, le déploiement est supersonique, à Mach 1,5. Passage du mur du son en subsonique, déploiement du bouclier et déploiement des différents instruments. Au bout de 15 minutes, on largue ce parachute, parce que la descente sous ce grand parachute aurait duré trop longtemps pour la liaison radio avec l'orbiteur. Donc, petit parachute qui a permis de descendre en moins de 2h30, 2h28 minutes de descente. Et le Huygens, qui n'était pas initialement conçu pour fonctionner, pour atterrir, donc en fait qui n'était pas conçu comme un atterrisseur, mais qu'on a baptisé atterrisseur puisqu'il a bien atterri et survécu pendant plusieurs heures à la surface. Et on a reçu des données à travers Cassini pendant 1h12 minutes sur la surface. Mais comme je vais l'expliquer, on a eu aussi une liaison spéciale avec la Terre qui nous a permis de confirmer que Huygens avait survécu plus de 3 heures à la surface. Mais la mission principale de Huygens, c'était vraiment la rentrée, des mesures pendant la rentrée et les mesures in situ de la composition, du profil des vents, des images qui ont permis de mesurer les images et des spectromètres qui ont permis de mesurer la composition, la distribution des aérosols et bien sûr de prendre de superbes images de la surface que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, un point dont je ne parlerai pas trop, mais qui éventuellement pourra faire l'objet de discussion, et j'en parlerai, je vais dire un mot sur la liaison radio Huygens-Cassini. Donc, Huygens était équipé de 2 émetteurs radio qui envoyaient leurs données sur 2 canaux différents, 2 fréquences différentes, vers Cassini. Cassini était en survol au-dessus de Titan et permettait de suivre et de récolter les données sur les 2 canaux. Nous avions mis en place, alors ça c'était un projet un peu gonflé, pour utiliser l'un des
qualificatif d'Alain tout à l'heure, mais bon, on avait mis en place un réseau de radiotélescopes au sol en espérant que l'on pourrait détecter directement l'émission de l'un des deux canaux sur la Terre à partir d'un réseau de radiotélescopes. Je montre les détails dans ma prochaine diapo. Et comme on avait un canal A, canal B, on l'a baptisé canal C. On ne décodait pas les données, on recevait seulement la tonalité du signal radio émis par Huygens. Malheureusement, alors ça c'est un point noir, je dirais, l'un des deux récepteurs à bord de Cassini n'a pas été programmé correctement, donc il n'a pas fonctionné et nous avons perdu en quelque sorte les données sur le canal A. Elles ont bien été émises par Huygens, mais n'ont pas été reçues par Cassini. Mais l'information essentielle que nous aurions perdue, disons la dérive par mesure du Doppler, a été récupérée à travers ce canal, le canal C. Alors voici cette expérience radio qui était un peu particulière, qui était une première, je pense. Nous avions mis en place un grand nombre de télescopes radio. Alors, sur la face de la Terre qui voyait Titan pendant la descente. Donc, ça a commencé par les États-Unis. Et puis, comme la Terre tournait, on est passé au-dessus d'Hawaï, ou plutôt Hawaï est passé au-dessus de Titan, et en Australie, et puis la Chine et la Russie. Donc, nous avions 17 télescopes radio qui étaient en réseau pour faire un réseau de VLBI, Very Long Baseline Interferometry, pour essayer d'arriver à mesurer directement de façon très fine la dérive en mesurant le Doppler. Mais deux des télescopes les plus grands, Parkes, mais d'abord Green Bank en Virginie et Parkes en Australie, étaient équipés d'un récepteur radio très, très sensible qui a permis de détecter en direct le signal émis par Huygens. Alors, quand je dis en direct, c'était 63 ou 4 minutes après qu'il ait été émis, puisqu'à la vitesse de la lumière, les ondes radio nous sont parvenues 60 et quelques minutes après avoir été émises. Alors là, c'est un exemple, un des premiers signaux que nous avons reçus. Donc, lorsque nous avons vu cette petite aiguille qui sortait de cette botte de foin, il y avait un grand soulagement, même une grande euphorie, puisque ça avait beaucoup de signification. La sonde Huygens marchait, elle était sous parachute, tout semblait bien fonctionner. Bon, malheureusement, j'y reviens, on n'avait pas pu prévoir que c'était ce canal, on n'avait pas pu prévoir qu'on l'avait perdu en direct, mais bon, c'est un peu de l'histoire ancienne. Donc, vraiment, cette expérience a été de mon point de vue, une très grande réussite et nous a vraiment apporté des informations complémentaires. Donc, en résumé, en quelque sorte, donc atterrissage de Huygens à la surface de Titan le 14 janvier 2005. Alors, un certain nombre de premières, alors j'en cite deux. C'était l'atterrissage le plus lointain dans le système solaire. C'était, et ça reste peut-être pour longtemps, l'atterrissage le plus loin dans le système solaire. Et c'était le premier atterrissage sur une autre lune que sur notre propre lune, bien sûr. Alors, quelques caractéristiques de l'atmosphère de Titan. Donc, c'est une atmosphère dense, composée principalement d'azote et de méthane. Alors, méthane, c'est du gaz naturel. Donc, il y a une grande quantité de méthane dans l'atmosphère, à la surface et en sous-surface à l'intérieur de Titan. Donc, une grande réserve de gaz naturel. La température à la surface est de moins 180 et la pression de 1,5 bar, une fois et demie la pression atmosphérique. Alors ici, je vais vous résumer avec cette petite vidéo. C'est un peu un résumé qui a été mis en forme par nos amis américains. Ils sont très bons, les Américains, pour faire ce genre de choses. Largage de Huygens, le 25 décembre 2004. Donc 3 semaines de voyage. Rentrée dans l'atmosphère sous bouclier. Ça chauffe. Le bouclier, on passe sous parachute.
et on commence à traverser la brume et à apercevoir la surface. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a l'altitude ici. Là, on est à 35 km. Alors ça, ce sont vraiment des images réelles, des panoramas qui ont été reconstruits à partir des images prises par la sonde Huygens pendant sa descente. Donc la dernière image prise par la sonde après l'atterrissage, avec l'ombre du parachute. Alors cette fois-ci, c'est une reconstruction graphique, une illustration. Leur parachute. Voilà. Résumé en quelques minutes cette belle mission. Alors, je vais donner quelques résultats. Donc, Huygens a vraiment levé le voile de brume de Titan. En fait, Cassini, lorsqu'il s'est approché de Saturne, donc de Titan, avait commencé déjà à observer de près. On avait de très belles informations sur la surface de Titan, avec à l'échelle de quelques dizaines, peut-être même quelques centaines de kilomètres. Huygens est descendu et nous a donné fait des observations avec quelques centimètres, même quelques millimètres de résolution. Donc voici le profil thermique de l'atmosphère de Titan. Alors la température en degrés Kelvin, donc 220, moins 50 degrés, à 60 degrés Kelvin. La pression en hectopascal et l'altitude en kilomètres. Donc je disais, l'atmosphère de Titan est très épaisse et ces mesures in situ, en pointillé, c'est le modèle que l'on avait de référence. Et ici, c'est les mesures. Alors, ce ne sont pas des mesures directes lorsqu'on n'est pas sous parachute. Donc, sous bouclier, les mesures ont été faites de façon indirecte, à partir, entre autres, d'accéléromètres. Mais ça a permis de reconstruire un profil qui est ressemblant, mais quand même qui avait certaines différences par rapport au profil que l'on attendait. Et puis le profil mesuré, cette fois-ci in situ, pendant la descente, correspond tout à fait au profil que l'on connaissait après l'analyse des données Voyager. Donc à la tropopause, par exemple, à 45 km d'altitude, sur Titan, la température est très froide, moins 70 degrés Kelvin, et ensuite il y a un réchauffement de l'atmosphère dû à l'effet de serre, dû à la présence de méthane d'une vingtaine de degrés. Donc il y a dans l'atmosphère de Titan de nombreux phénomènes, mais l'un c'est un effet de serre en quelque sorte que l'on peut ainsi étudier sur une autre planète. Je me permets d'appeler Titan une planète, dans d'autres conditions, avec des ingrédients différents. Donc ce sont vraiment Titan, de ce point de vue-là, est aussi un laboratoire pour étudier certains des phénomènes, disons, météorologiques et géophysiques qui se passent sur Terre. Alors, quelques-unes des images prises à haute altitude dans 4 directions différentes. Très haute altitude, lorsqu'on est au-dessus de la brume, lorsqu'on a commencé à descendre sous la brume, on s'approche de la surface et on voit des images de plus en plus détaillées. Vous avez vu ça dans la vidéo. L'une des premières images, des premières photos, en fait ce sont 3 photos qui ont été assemblées, c'était des canaux, des petites rivières.
C'est une photo qui a été prise, une série de photos prises à environ 20 km d'altitude, je pense. Et on a vu ce petit réseau de rivières se dévoiler sous nos yeux. Alors, ce sont des rivières, il fait très froid à la surface de Titan, des rivières qui ont, à un moment donné de la vie de Titan, il y a peut-être 3 milliards d'années, 2 milliards d'années, 100 millions d'années, on ne sait pas, ou quelques jours, qui ont charrié du méthane. Ce qui coule dans les rivières, ce qui pleut, puisqu'il y a de la pluie, c'est du méthane. Et ces rivières se jetaient sans doute dans un lac ou dans le lit d'une rivière, l'endroit où Huygens a atterri. Alors ici, c'est la photo magique prise par la sonde Huygens après l'atterrissage. La caméra regardait à l'horizontale en quelque sorte, et elle a pris un certain nombre de photos, mais une trentaine de photos, mais comme rien ne bougeait à la surface de Titan, et bien ça c'est l'une des photos qui a été prise. Alors on voit donc cette matière organique qui se dépose à la surface de Titan, qui provient de toute la chimie organique qui se déroule dans l'atmosphère, dans le ciel. Et ici, ce sont des galets de glace d'eau qui ont été charriés par l'activité fluviale due au méthane principalement, qui ont été charriés et qui sont façonnés en quelque sorte, ces galets de glace d'eau sont façonnés comme les galets de roche le sont dans le lit de rivière sur Terre. La composition de l'atmosphère, bon, ici il y a deux exemples. À la surface, dans la haute atmosphère à 120-130 km. Bon, ce n'est pas la même échelle, mais on voit quand même à l'œil que le spectre est beaucoup plus riche et il y a plus de composés qui ont été identifiés à la surface que dans l'atmosphère. Alors, en fait, ces données qui sont vieilles de 13 ans, c'est vrai, mais sont toujours analysées et il y a un groupe au LATMOS, à Guyancourt, qui a décidé de reprendre et d'affiner l'analyse de ces données de composition, de spectre de masse. Et je pense que ça donnera des informations bien intéressantes sur ce qu'il y a vraiment dans l'atmosphère et à la surface. Alors là, je passe juste sur le profil de méthane en fonction de l'altitude, 140 km surface. Donc le profil de méthane était il y a environ 1,4% de méthane par rapport à l'azote. Il augmente légèrement dans la stratosphère. À la troposphère, il est environ de 1,6%. Et ensuite, le profil de méthane augmente jusqu'à environ 5% au niveau de la surface. Voilà, surtout que je crois qu'on ne voit pas très bien ces figures. Là, c'est juste pour illustrer, je ne vais pas rentrer dans le détail, une comparaison des mesures in situ faites par l'instrument à bord de Huygens et les mesures en télédétection, en remote sensing, qui ont été faites par l'un des instruments à bord de Cassini. Alors, l'instrument à bord de Cassini pouvait mesurer dans cette gamme d'altitude, donc de 0 jusqu'à 300 km à peu près. On retrouve les mêmes profils, mais avec une certaine variabilité. Et c'est cette variabilité que l'orbiteur de Cassini a étudiée pendant ces 13 ans. Et il y a des variations intéressantes. Alors, il y a deux modes d'observation, vers le nadir ou vers le limbe. Et l'instrument est surtout sensible dans cette gamme d'altitude ou de pression. Et les observations nadir, l'instrument est aussi sensible dans cette gamme de pression. Donc la mise en commun, en quelque sorte, du profil in situ, mesuré par Huygens, et du profil de remote sensing, mesuré par l'instrument CIRS, est quelque chose sur lequel les chercheurs travaillent. Et il y a des différences qui n'ont pas encore été bien expliquées. Donc c'est un sujet de travail, de recherche relativement actif, et je pense qu'il y aura dans les années à venir, ça prendra du temps bien sûr, mais dans les années à venir, des informations qui ressortiront de cette analyse comparée entre l'analyse in situ et l'analyse des données, des mesures in situ et des mesures en télédétection remote sensing. Alors la chimie, donc Titan c'est une usine chimique, la plus grande usine chimique dans le système solaire, qui fonctionne à partir du méthane. Le méthane et l'azote sont cassés par le rayonnement
ultraviolets du Soleil, mais aussi par les particules énergétiques, puisque dans la magnétosphère de Saturne, Titan passe pas mal de temps. Donc les particules énergétiques, ions, électrons, cassent aussi les molécules. Donc le Soleil et ses particules cassent les molécules. Ensuite, ces molécules se réassemblent. La chimie fait son œuvre et la chimie devient de plus en plus complexe lorsque ces composés descendent dans l'atmosphère. Ils forment des molécules organiques complexes. Ils donnent aussi naissance aux aérosols qui s'agglomèrent, agglutinent petit à petit et qui tombent éventuellement et qui se déposent à la surface de Titan. Alors, deux images. Titan avant Cassini. Titan avant Cassini, l'image de Voyager. Titan après Cassini dans l'infrarouge. Donc on a vraiment vu avec les caméras Huygens, on a vu un petit morceau, mais les caméras de Cassini ont permis d'avoir des images globales de la surface de Titan. Et on voit que la surface de Titan est très, très hétérogène. Alors, quelques images selon une autre projection de la surface de Titan. Donc, la zone équatoriale, en fait, il y a beaucoup de dunes dans la zone équatoriale, des dunes de sable, ou de la matière qui ressemble à du sable, qui se comporte comme du sable, qui est principalement un mélange de matière organique et de cristaux de glace d'eau. C'est ce qui forme le sable, c'est ce qui constitue le sable à la surface de Titan. Et il y a des formations de dunes absolument gigantesques qui pratiquement le long de l'équateur, dans la zone équatoriale, plus ou moins 20 degrés. Alors Huygens atterrit ici. Alors une autre image, un peu différente, mais ici, on retrace les fauchés de prise des observations radar. À chaque fois que à chaque fois qu'un survol était dédié à une observation radar, le radar faisait une fauchée et petit à petit, les cartes radar, je ne suis pas sûr que ce soit la dernière, mais les cartes radar ont pu être construites. Cassini n'a pas pu observer toute la surface avec le radar, environ moins de 50%, je crois, à haute résolution. Donc, petit à petit, ces images radar ont pu être reconstruites et comparées par rapport aux images infrarouges. Et de nombreuses études sont actuellement en cours pour comparer les images radar et les images infrarouges. Alors, ici, je vous montre, selon une autre projection, l'hémisphère nord de Titan. Le pôle nord est ici. Et on voit apparaître, ce sont des couleurs artificielles bien sûr, on voit apparaître les grands lacs de méthane, des grandes étendues, des mers de méthane. La plus grande mer, Lidier-Marais, fait plus de 2000 km dans sa plus grande dimension, donc vraiment des grandes étendues de méthane, de lacs de méthane, qui font vraiment la particularité, l'une des particularités de Titan. Alors il y a un grand nombre il y a quelques grandes mers, quelques grands lacs, mais aussi un grand nombre, plus d'1 millier, je crois, de petits lacs qui ont été identifiés dans l'hémisphère nord. Il n'y a qu'un seul lac dans l'hémisphère sud, le lac Ontario. Enfin, pour terminer sur Titan, on a réussi avec Huygens indirectement, mais avec Cassini, en particulier avec l'expérience de radio pour l'étude de la gravité de Titan, comme la même expérience qui a permis d'étudier la gravité et donc de sonder l'intérieur d'Encelade. On a réussi à détecter, donc indirectement par Huygens, qu'il y avait un océan d'eau liquide, une couche d'eau liquide, probablement globale, donc sous une épaisse couche de glace. La couche de glace peut faire 80-100 km d'épaisseur et la couche liquide elle-même peut faire 200-300 km d'épaisseur. Donc Titan est aussi un monde aqueux de l'eau liquide sous cette couche de glace d'eau liquide. Enfin, les effets saisonniers, donc je voulais juste les illustrer. Comme sur Saturne, Titan tourne autour de Saturne.
les saisons, l'année saturnienne, c'est 29 années terrestres et quelques mois. Titan, c'est la même chose. Donc l'axe de rotation de Titan est incliné selon l'axe de Saturne. Et on a observé pendant donc 2 saisons, 13 ans, 2 saisons, des effets saisonniers importants sur Titan comme sur Saturne. Alors, quelques illustrations de ces effets saisonniers, par exemple des nuages. On a vu le système de nuages changer de latitude. Et il y a même eu des superbes vortex. Alors, celui-ci, il était en zone nuit, mais il y a un superbe vortex au pôle sud. Donc, ce sont des manifestations des effets saisonniers sur Titan. Alors, maintenant, je vous parle de futur. Le futur pour l'exploration de Titan. Alors, Titan et Encelade. Alors, on a découvert beaucoup de choses sur Titan, sur Encelade, mais on a bien plus de questions, je pense. Toute bonne mission doit poser plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et Titan, comme je vous l'ai dit, c'est un monde où il fait bon voler en ballon, alors soit en montgolfière, un ballon à air chaud, un ballon pressurisé, un avion, pourquoi pas. Donc, il y a eu pendant 10 ou 15 ans un certain nombre de propositions qui étaient faites, en général des propositions, quelques-unes en collaboration. Il y a quelques études qui ont été faites. La mission Tandem, en particulier, a été étudiée en collaboration avec les Américains. Bien sûr, on essayait d'intégrer le retour vers Titan avec le retour vers Encelade. C'était parfois un peu compliqué, mais ce sont vraiment les 2 objets qui sont les cibles privilégiées pour les missions futures autour de Saturne. Alors la bonne nouvelle, qui n'est pas encore une bonne nouvelle confirmée, mais la bonne nouvelle, c'est que la NASA est en train d'étudier un concept de machine volante, un drone, dans l'atmosphère de Titan. Alors c'est une mission qui est en compétition avec une mission de retour d'échantillons de la comète Chury qui a été explorée par l'Agence spatiale européenne. Donc c'est une mission de retour d'échantillons de Chury. Ici, c'est un drone avec des rotors un peu particuliers, mais ce drone serait presque aussi gros que le rover Curiosity qui est en train de se balader à la surface de Mars. Celui-ci n'a pas de roue, il se déplacera, il se posera à la surface, il prendra des échantillons, il les analysera, il ira ailleurs, il se déplacera avec ses rotors. Et le mode de communication mis en œuvre, c'est un mode de communication directe avec la Terre. Il n'y aura pas de vaisseau relais. Donc c'est un petit espoir ou un grand espoir, je ne sais pas, pour la prochaine mission fantastique, je pense, d'exploration de Titan. Si elle est approuvée l'année prochaine, en vol, lancement vers 2025-2026, arrivée vers 2032-2034. Alors, juste un petit clin d'œil, en préparant ma présentation, j'ai vu qu'il y avait Planète Science et Safran Electronics ont organisé un concours de drones pour étudiants. Et il y a quand même une certaine similitude entre ces drones, croyez-moi, hein, entre les drones qui iront un jour voler sur Titan et les drones qui sont en train d'être étudiés sur Terre. Et je pense que ces expériences, ces études sérieuses seront d'un intérêt pour essayer de comprendre peut-être comment les drones sur Titan pourront fonctionner. Donc je voudrais féliciter Planète Science et tous ceux qui ont pris cette initiative. C'était le week-end dernier, hein, donc bravo. Alors enfin, pour terminer, parce que je dois terminer, scénario de fin de mission. Là, je vais aller rapidement, j'ai beaucoup trop de diapos. Alors le scénario de fin de mission de Cassini, il fallait protéger les 2 lunes principales que l'on a identifiées comme des lunes potentiellement habitables. Encelade, Titan. Il y a de l'eau liquide et vraiment l'habitabilité qui est un thème de recherche très en pointe. L'habitabilité, c'est quelque chose que l'on veut explorer. Mais pour explorer l'habitabilité de ces mondes, il ne faut pas les polluer. Donc, il a été décidé de préserver en quelque sorte
le caractère naturel de ces deux lunes, donc Titan et Encelade, en évitant que Cassini, qui serait devenu incontrôlable et incontrôlé, puisqu'il devenait à court de carburant, pour éviter que Cassini ne se crache de façon non contrôlée sur ces lunes. Donc il était décidé de le cracher, de le détruire, de s'en débarrasser, ce n'est pas le bon mot, mais bon, de s'en débarrasser en le faisant plonger dans l'atmosphère de Saturne. Alors, le scénario était un peu complexe parce que Cassini était sur un système d'orbite d'observation de Saturne et de survol des lunes. Donc, dans un premier temps, il y a eu une série d'orbites qui ont permis d'aller explorer l'un des anneaux, l'anneau F. Puis ensuite, cette série d'orbites a permis d'explorer une région tout à fait vierge, en quelque sorte d'exploration, la région entre la haute atmosphère de Saturne et l'anneau intérieur. Donc un certain nombre d'orbites, et à un moment donné, un petit coup de moteur a dévié la trajectoire et a précipité le 15 septembre 2017 Cassini dans l'atmosphère de Saturne. Alors, je passe. Je voudrais juste vous montrer le petit film pour terminer. Alors, ça, c'est quand même intéressant. C'est un peu un moment d'émotion. On voit ici la liaison radio pendant les... Alors, l'antenne de Cassini était dirigée vers la Terre. Donc, Cassini était en communication, en liaison directe avec la Terre. Et on voit ici les signaux, la bande X à 8 gigas et la bande S à 2 gigas. On voit les signaux pendant les 90 dernières secondes. Alors l'antenne n'était pas, le spacecraft, le vaisseau ne pouvait plus être stabilisé, donc il y avait un dépointage. Je pense que de temps en temps, il a dû essayer de se repointer. Il devait y avoir un combat féroce entre les thrusters qui essayaient de pointer Cassini et l'atmosphère, comme on va le voir sur la vidéo. Mais à un moment donné, c'est l'atmosphère qui a gagné et on a perdu la liaison radio. Et ça, ce sont les 90 dernières secondes de la liaison radio. Alors maintenant, pour le voir, avant, ça c'est la petite image que toutes les planètes, sauf Mercure, prises par Cassini pendant ses 13 ans autour de Saturne. Donc Cassini a pu observer toutes les planètes sauf Mercure, et même la Lune. Voilà. Et donc pour terminer, je vous passe ce petit film. Si la technique ne me fait pas défaut. Voilà, c'est le petit film de la grande finale, la fin de la mission Cassini. Alors c'est en anglais. On a mission to reveal the grandeur of Saturn, its rings and moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. And so, to protect moons of Saturn that could have conditions suitable for life, a spectacular end has been planned for this long-lived traveler from Earth. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a million-mile trek to Saturn. We have cleared the tower. Its program is in. In 2004, following a 7-year journey through the solar system, Cassini arrived at Saturn. The SOI burn attitude or pointing position, and light up the rockets. The spacecraft carried a passenger, the European Huygens probe, the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system. Huygens' arrival on Saturn's moon Titan. For over a decade, Cassini has shared the wonders of Saturn and its family of icy moons, taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea, where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. And Saturn, a giant world ruled by raging storms and delicate harmonies of gravity. Now, Cassini has one last daring assignment.
Cassini's grand finale is a brand new adventure. 22 dives through the space between Saturn and its rings. As it repeatedly braves this unexplored region, Cassini seeks new insights about the origins of the rings and the nature of the planet's interior, closer to Saturn than ever before. On the final orbit, Cassini will plunge into Saturn, fighting to keep its antenna pointed at Earth as it transmits its farewell. In the skies of Saturn, the journey ends, as Cassini becomes part of the planet itself. Belle fin pour une mission extraordinaire. Merci. Alors, comme d'habitude, on va procéder à la séance de questions. On a à peu près 20-25 minutes. Vous pouvez donc soit l'un, soit l'autre, poser vos questions. Oui, madame. Ah non. Ah, pardon. Ah, le micro ne marche pas. On a un problème de liaison radio. Allô ? Oui, 1, 2, 3. Oui, j'aurais deux petites questions, si je peux me permettre. Premièrement, quelle est la source d'énergie dans ce lac pour avoir des volcans de glace ? Très bonne question. Oui. Et puis j'ai une deuxième question après, mais qui est très courte. Aussi. D'une manière générale, ces petites lunes, elles ont comme source d'énergie deux types de sources, en fait. Comme le cas des planètes terrestres, les radioisotopes qui continuent à émettre de la radioactivité et qui chauffent l'intérieur. Donc ça se passe aussi pour la Terre, pour les autres planètes, c'est s'il y a des corps rocheux. Mais une deuxième source, dans le cas des planètes géantes, c'est toute l'énergie de dissipation des marées qui se produisent entre les différents corps dans ce système. Donc, quand un satellite est sur une orbite légèrement excentrique, et c'est le cas dans cela, dans l'occurrence, il va se balader radialement dans le champ de gravité de Saturne. Et ce mouvement dans le champ de gravité va produire une tension, une espèce de pompage du corps, qui va donc échauffer l'intérieur. Oui. Et donc, il y a une source supplémentaire qui va être liée en fait à l'interaction de marée entre le satellite et Saturne. Ouais. Donc, quelque part, la source d'énergie, c'est Saturne, dans l'interaction gravitationnelle. Ok, merci.